peut ouvrir aussi une réflexion sur le numérique. Cynthia Fleury, philosophe, mais qui est, enfin, par la philosophie, approche aussi évidemment les sciences politiques et a une réflexion assez engagée sur un certain nombre de choses. Bonjour Cynthia, je vous invite à vous installer en face pour éviter les larcènes. Déjà sur le numérique, vous dites qu'il faut aider à une transposition numérique des droits du citoyen. Alors, vous me lancez directement là-dessus. Ah, mais on ne va pas perdre de temps. Très bien. Bon, d'abord, bonjour à tous. Puisqu'on on vient de regarder quelque chose sur... Ça, ce sont les questions, on va y répondre. On reviendra tout à l'heure sur les questions Twitter pour y répondre. Mais déjà, engageons-nous sur cette question sur le numérique avant de passer à la politique. Bon, sur la question du numérique, on parlait sur la spécificité du modèle européen. Il y a là un enjeu considérable. On parle de l'enjeu de la protection des données personnelles. Très souvent, on me demande si je pense que l'Internet est dangereux. Non, du tout. Mais je ne pense pas non plus qu'il soit neutre. Donc, la question de la neutralité, entre guillemets, de l'outil Internet, elle est fausse. Elle est fausse pour tout simplement cette chose qui s'appelle la traçabilité. Donc, à ce jour, quand vous travaillez avec Internet, immédiatement, vous laissez une trace. Et cette trace est utilisée, non pas contre vous, mais elle est utilisée tout simplement, stockée. Et le big data permet un profilage. D'ailleurs, vous voyez très bien que suivant de façon marchande, vous recevez très rapidement des annonces qui vont, qui rappellent. Petit dernier passage, si vous êtes allé chercher pour l'achat d'une étagère, vous recevez 1000 étagères qu'on vous envoie par le mail. Donc ça, c'est la façon sympathique. La façon désagréable, c'est Prism, c'est NSA, et c'est le fait que précisément l'outil Internet n'est pas neutre. Voilà. Et ça veut dire la chose suivante, que pour créer la neutralité du net, qui est là un concept politique, il faudra précisément la régulation politique. Il faudra précisément le G29 européen, c'est-à-dire l'association des CNIL européennes, pour qu'elle mette en place véritablement une régulation de l'Internet. Donc ça, c'est un enjeu considérable. Et à ce jour, l'Europe, notamment par rapport à la question du G29, essaye d'être en pointe tout de même sur ces questions-là. Parce qu'elle doit aussi combler un retard. Elle doit combler un retard. C'était assez drôle de voir dernièrement, je sais, on pense que c'est uniquement communicationnel, ça l'est sans doute, mais pas que. Vous avez tous vu cette annonce il y a une semaine d'Apple disant dorénavant, je considère que l'objet de mon commerce n'est pas de ficher mes clients, et donc tous ceux qui vont avoir un iPad, iPhone et autre chose, dorénavant, je ne donnerai plus la clé de décryptage du code et de se faire taxer, c'était la première fois, d'anti-américains par le FBI et la CIA. Mais on voit très bien que, indépendamment du côté cynique de dire tiens, il y a un créneau demain pour la protection des données personnelles, sans doute, il y aura aussi cela. Il n'empêche que c'est un véritable droit. Et donc, les derniers rapports, que ce soit le Conseil de l'Europe, que ce soit les dernières, je parlais du G29, travaillent sur cette idée d'un habeas corpus numérique, travaillent sur cette idée d'une protection des identités numériques et pas simplement de l'identité numérique, parce qu'ils ont conscience que nous sommes dans un monde de réalité fusionnée. C'est pas le virtuel ou le réel aujourd'hui, c'est le virtuel qui impacte le réel qui impacte le virtuel. Nos réalités sont fusionnées. Donc voilà, ces enjeux-là, et qui bien évidemment touchent plus particulièrement encore la génération Erasmus, qui a vécu l'avant et l'après de façon très brutale, si j'ose dire. Vous connaissez aussi l'argument contraire et à quel point la frontière est poreuse entre protection des données numériques que tout le monde recherche et entorse à la liberté. Oui, alors oui et non. C'est-à-dire que là, une des premières protections de la liberté des citoyens, ce sera précisément de protéger l'accès des données personnelles. Le big data, c'est une convergence aussi des fichiers possibles, avec grand nombre de discriminations à terme, si on ne peut pas réguler cela, entre le fait que on avait différentes banques, on n'a aucune envie demain que les banques puissent avoir accès à telle ou telle donnée assurantielle vous concernant ou à telle donnée de santé. Ça paraît absolument surréaliste, sauf que l'outil technique permet à un moment donné la convergence de fichiers.
Et donc, tout l'enjeu, ou votre entrepreneur, qu'il ait accès à différentes choses concernant votre profilage, ou le médecin qui vous soigne. Donc, au CCNE, au Comité national d'éthique, on est assez vigilant, si j'ose dire, sur ces questions que un des premiers droits de l'homme s'appelle la circulation libre. Et la circulation libre, c'est bien évidemment aller là où l'on le désire dans les limites de la loi, mais entre guillemets avec un petit bonus particulier qui est de ne pas être tracé. Oui, voilà, c'est-à-dire que de fait, aujourd'hui, nous allons sur les sites de façon dans une illusion totale de liberté, mais effectivement avec cette traçabilité qui immédiatement inverse la notion de libre circulation. Voilà, juste pour cet exemple-là, mais qui est un exemple très quotidien, si j'ose dire. Pour arriver à tout ça, il faut une volonté politique. On a beaucoup entendu le mot espérance tout à l'heure avec François Villeroy de Galhau. Vous, votre mot, c'est courage. Le courage politique, vous n'êtes pas pour tirer sur le politique, mais pour repenser le politique et le régénérer d'une certaine manière. Oui, alors il y a plusieurs choses. Là aussi, on parle de modèle européen. Je pense, mais on va dire que tout va dans ce sens-là. À la fois que les États-nations sont absolument déterminants. Je ne crois pas du tout au dépassement des États-nations. Je pense en revanche, si vous voulez, que demain, et c'est le cas pour l'Europe bien sûr, demain vous aurez un agencement composite, entre guillemets, entre la perception de souveraineté citoyenne qui est essentiellement le cadre national, voire pour certaines actions, le cadre régional, etc. Nous, on voit de plus en plus des districts européens se mettre en place. Et puis, en revanche, sur des questions transnationales évidentes, environnement, énergie, immigration, etc., vous aurez nécessairement l'obligation pour les États-nations de travailler avec une dimension de gouvernance mondiale. Je donne un exemple que je trouve très intéressant, même si là encore, alors il n'est pas européen, manque de bol, mais l'Europe y a participé d'une certaine manière. Le président de l'Équateur est sur un territoire particulier. Il a le parc Yasuni. Le parc Yasuni est un hotspot, ce qu'on appelle les hotspots de la biodiversité, c'est-à-dire que c'est un poumon vert de la planète, c'est-à-dire qu'il est régulateur pas simplement de l'Équateur, il est régulateur de la planète. Qu'est-ce que fait donc respect des États-nations? Qu'est-ce que fait il est hors de question que la gouvernance mondiale s'arroge le droit de gérer le parc Yasuni comme elle le désire. C'est pas possible. Bon, en même temps, il est, on va dire, stupide et certainement anachronique que le président de l'Équateur n'entende pas le fait que son territoire est régulateur du domaine terrien, si j'ose dire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il propose à la communauté internationale, ce cher président, de dire, écoutez, moi j'ai un peuple en situation de paupérisation, donc de toute façon, voilà, je suis tout à fait d'accord pour ne pas forer, parce qu'il y a des réserves pétrolières, mais à ce moment-là, je suis indemnisé par la gouvernance mondiale. Et je suis d'accord de faire ce choix politique. Ça, ce sont les types de gouvernance composite de demain, si vous voulez. Bon, ça a fait un merveilleux plouf, dans le sens où, bien évidemment, en face, les États-nations extérieurs de l'Équateur ont dit « mais oui, quelle magnifique idée !» Et puis, en termes d'indemnisation, ont envoyé $2, ce qui était peu, en fait. Et donc, résultat, le président a foré. Mais il a réitéré son projet, une nouvelle plateforme, d'ailleurs, une plateforme qui est lancée par l'Europe. Donc ça, c'est intéressant de voir que c'est la société civile, j'entends, la société civile européenne intéressée par ces questions de transition écologique, de régulation de la planète environnementale, etc., relance le fait qu'on organise, si j'ose dire, ces systèmes composites de manière plus viable avec des indemnités dignes de ce nom. Voilà, c'est ça demain les gestes intéressants. La démocratie participative. La démocratie participative, représentative, l'échelon national, l'échelon international, c'est ça. C'est pas du tout c'est pas des substituts, c'est pas démocratie participative à la place de démocratie représentative. C'est strictement impossible. D'abord, entre le fait, si vous voulez, comment aujourd'hui nous sommes dans des situations de masse, donc pour faire
une démocratie participative digne de ce nom, de toute façon, vous devez réduire l'échelon. Réduire l'échelon, c'est donc la rendre moins représentative, c'est se heurter à cette problématique. Et si vous dites non, il faut qu'elle soit plus représentative, donc vous augmentez l'échelon. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la démocratie majoritaire. Et donc, en gros, vous faites de la démocratie quantitative, voire de la démocratie directe. Et la démocratie directe, c'est pas la démocratie participative non plus. Donc, si vous voulez, on voit très bien que, voilà, il va y avoir différents types d'ajustements. Et là encore, je dirais que l'Europe est assez novatrice sur ces questions de démocratie participative, mais alliées aux démocraties représentatives. Alors, curieusement, guerre en France, je vais prendre 2 exemples. En Roumanie, on a une agence nationale de l'intégrité qui est faite et conduite par la société civile avec l'aide de l'Union européenne. C'est quelque chose qu'on connaît mal et qui est en fait une sorte de commission composée de jeunes, trentenaires, quadragénaires pour la plupart, et qui vont travailler avec le parquet anticorruption et qui ont déjà mis quelques ministres en prison, mis en examen, qui provoquent parfois des crises politiques, parce qu'ils sont là pour lutter contre la corruption. C'est dans le cahier des charges de l'Union européenne. En France, on n'a pas cet instrument. Au Danemark, il y a le MindLab. Le MindLab, c'est aussi une commission de la société civile qui fait carrément partie du ministère de l'Emploi, de la Fiscalité et de l'Économie, et qui est là pour proposer pour formuler des propositions concrètes sur les domaines de l'éducation, de la santé et de l'emploi, et qui vont sur le terrain discuter avec les principaux concernés et qui remontent des propositions au ministère directement. Et ce qui est intéressant dans cette commission, c'est que c'est composé d'anthropologues, de philosophes et surtout de designers. Parce qu'au Danemark, ils se sont rendus compte que les designers devaient travailler toujours à partir d'une contrainte et trouver des solutions à l'intérieur d'une contrainte. Et on a là une myriade d'exemples européens qui montrent l'implication de la société civile par aussi des disciplines comme la vôtre. En quoi la philosophie peut-elle être une solution demain ? Alors, je vais d'abord, avant d'arriver à cette grande question de la philosophie dans son utilité demain, mais je vais reprendre sur cette question de la corruption et effectivement du coût démocratique très fort de la corruption. Et là aussi sur le fait que la société civile en Europe s'organise. On a vu Offshore Leaks. En France, on a d'abord des tentatives aussi de front commun, d'alliance entre... C'est la première fois, entre des hauts fonctionnaires, des magistrats, des journalistes, des fonctionnaires, des policiers, ce qui est assez rare. Souvent, les policiers n'aiment pas trop s'associer à ce genre de front-là. Il y en avait encore un il y avait quelques jours. Vous avez un appel qui milite pour précisément l'indépendance du parquet, le fait de faire sauter le verrou de Bercy par rapport à la question de la fraude, le fait de faire une loi qui véritablement conséquemment défend davantage le statut du lanceur d'alerte, etc., etc. Donc il y a de plus en plus des tentatives lorsque l'on sait qu'au niveau européen, les montants, non pas de ce qu'on appelle la fraude, mais ou de l'optimisation fiscale, en tout cas d'une confiscation de richesses très très forte. Moi, j'avais parlé souvent de sécession de la part des multinationales dans leur participation tout simplement à l'impôt. Donc on a un réveil là-dessus et voilà où le big data, qui est souvent utilisé de façon, pour l'instant, exclusivement marchande, pourrait être tout à fait intéressant pour faire ce travail-là. Et je rappelle tout de même cette chose positive, c'est que l'Europe n'est pas la première du tout pour l'innovation de la recherche en termes de brevets. C'est vrai que les États-Unis et la Chine la dépassent en valeur absolue de façon considérable. En revanche, nous avons quand même le grand territoire des Fab Labs. Nous sommes premiers. L'Europe est première sur les Fab Labs. Et qui est première d'ailleurs des Européens sur les Fab Labs? C'est la France. Donc d'une certaine manière, on peut faire un double cocorico. Et c'est pas rien les Fab Labs dans cette dimension demain, puisqu'on sait que tout ce qui concerne les communaux collaboratifs, tout ce qui concerne les commons, les scientific commons, l'open data, et donc toute cette innovation sociale, ce que d'autres ont appelé la full intelligence, les makers,
si on prend le terme d'Andersen, nous sommes pionniers. C'est-à-dire que nous considérons aujourd'hui que précisément la richesse, l'alphabétisation numérique, entre guillemets, est une richesse et que cette innovation vient directement aussi des individus dans leur spécificité et que tout d'un coup, ce qui est important, c'est d'offrir une montée en généralité par rapport à cette innovation-là. Et ça, c'est le seul territoire qui est à ce point investi, qui considère que c'est pas du tout un gadget et que c'est pas du tout portion congrue, entre guillemets, par rapport aux grands efforts des brevets, qui est quelque chose de... Je dis pas qu'il faut pas le faire. L'Europe, d'ailleurs, régulièrement se bat pour respecter elle-même son propre traité, qui s'appelle le traité de Lisbonne sur la société de la connaissance, et sur le fait qu'elle doit investir un certain type de pourcentage dans la recherche et l'innovation, ce qu'elle ne fait pas encore tout à fait. Mais bon, à terme, elle y viendra. Mais déjà, la société civile s'est saisie tout à fait de cet enjeu de la société de la connaissance. Et là encore, une fois, Génération Erasmus et surtout post-Erasmus sont absolument, ça fait partie tout de même de leur vécu. Dire quand même quelque chose sur cette génération Erasmus. Moi, je suis l'enfant de cela, très certainement. En revanche, c'est encore un rêve, la génération Erasmus. Je voudrais juste quand même le redire. Je ne vais pas rappeler les chiffres désastreux parce qu'ils sont désagréables et que c'est un samedi matin, mais et qu'il faut préserver le côté sympathique du week-end. Mais de fait, vous êtes encore dans une mobilité désirée très rare en Europe. L'Europe, c'est d'abord le sentiment des mobilités contraintes, forcées, etc. C'est-à-dire que c'est des immigrations intra-européennes qui ne sont pas nécessairement désirées, en tout cas pas dans ces conditions de travail, de droit du travail non harmonisé ou de droit assurantiel sur les sécurités sociales des uns et des autres non harmonisées, etc. Donc vous avez l'Europe, c'est d'abord, hélas, aujourd'hui encore, des mobilités humaines, soit stigmatisées, question des Roms, etc., des Polonais, plombiers ou pas, ou que sais-je, donc stigmatisés, contraintes. Et oui, les mobilités désirées existent, mais elles sont là aussi portion congrue. Donc cette réalité des vécus harmonieux, c'est véritablement un enjeu en soi pour demain, un défi absolu. Et la génération Erasmus, vous le savez, elle touche encore trop peu d'étudiants. Ça a été fantastique Erasmus parce que ça a été l'amont de LMD, si j'ose dire, donc de la réforme qui a permis la commensurabilité de nos universités. Donc ça, c'était tout à fait primordial. Sur le papier, on peut faire quantité de double, triple, quadruple cursus, mais en réalité, c'est quand même encore beaucoup plus complexe. Le résultat est décevant parce qu'il n'a aucune concrétisation dans les centres décisionnels, en fait. Oui, c'est-à-dire que et puis, bêtement, il est sur une ligne budgétaire qui bouge peu, alors que l'on sait que ça marche. On sait que c'est comme ça que l'Europe fonctionnera, par le vécu de ces outils-là. Erasmus, c'est un outil capacitaire, si vous voulez, parce que l'enjeu, c'est bien évidemment, l'enjeu, c'est les rencontres, c'est le fait que vous pouvez tomber amoureux ailleurs, c'est le fait que vous pouvez rencontrer un travail ailleurs et que tout d'un coup, vous pouvez rencontrer, entre guillemets, in concreto, votre citoyenneté européenne. Bien évidemment, on la rencontre aussi quand on est à l'intérieur de la France franco-français, mais il n'empêche que plus on développe cette appétence, faire vivre la frontière, parce qu'encore une fois, ce qui est fantastique avec l'Europe, on l'a redit ici, c'est que c'est une frontière créatrice. C'est-à-dire qu'à la fois, bien sûr, Schengen, etc., mais à la fois, l'Europe revendique les frontières d'une certaine manière, au sens où elle revendique sa diversité culturelle. Donc elle revendique la spécificité des pays qui sont différenciés. Donc, elle revendique une frontière créatrice, d'une certaine manière. Bon, la frontière créatrice, c'est très simple, hein, ça demande des échanges, de l'argent, de l'investissement. Et aujourd'hui, c'est remis au bon soin des familles. Mais les familles, elles sont précarisées et elles n'ont pas toujours la possibilité d'accompagner, les étudiants en Erasmus qui reçoivent, je ne sais plus combien, j'ai plus le chiffre dans la tête, un per diem ridicule qui fait que si les familles ne sont pas derrière, l'étudiant, il fait un Erasmus parisien, ce qui est bien, hein, mais ce qui est un Erasmus parisien. Pas pareil. Je reviens à ma question initiale. Dans une société découragée, pragmatique,
inciter au repli sur soi, comment la philosophie peut-elle donner du courage, justement, et surtout impacter les décisions? Je veux dire, la première chose, je vais vous faire une réponse... de Normand. Non, même pas, mais pas loin, de Bretonne. Donc, non, je vais faire une réponse d'abord sur le fait que la démocratie, elle est nécessairement philosophique. Manque de bol. Elle est nécessairement philosophique pour différentes raisons, parce que nos états de droit sont construits sur des apories. Bon, une aporie, c'est... Pour certains, ce qui est désagréable, c'est une impasse. Pour d'autres, ça peut être un axiome ou en tout cas une difficulté à penser. L'aporie est la suivante, c'est de considérer déjà, la première aporie, que le peuple est souverain. Bon, c'est pas si simple que ça, parce que comme disait Montesquieu, il y a une asymétrie au cœur même de la souveraineté. Vous avez d'un côté la direction qui est assumée, on dirige par une démocratie représentative, c'est le cas en France, et puis de l'autre côté, vous avez un peuple qui sanctionne, qui contrôle, mais essentiellement qui a un rapport avec sa souveraineté dit de souveraineté négative. Donc, bien évidemment, sur le papier, il est souverain. Dans la réalité du concret, nous faisons l'expérience d'une négativité de la souveraineté. Et pourtant, bien évidemment, personne ne va remettre en cause le fait que le peuple est souverain. Première chose. La deuxième grande aporie, c'est le peuple. Ce grand mythe fédérateur, le peuple existe. Là aussi, plus compliqué, parce que nous sommes dans une société des individus. La notion du peuple, oui, là aussi, de grand mythe régulateur, on voit ce que c'est. Dans la vérité, il y a 1000 destins aujourd'hui. Il n'y a pas nécessairement de conscience de classe. Et une conscience de classe, ce n'est pas nécessairement une conscience de peuple, etc., etc. Et pourtant, bien évidemment, il n'y a pas d'état de droit sans revendication de ce concept absolu qu'est le peuple. Mais le peuple, c'est comme le chiffre 7. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez le chercher longtemps dans la nature. Donc, mais en même temps, Cédric est parti, il ne fait rien sans le chiffre 7. Donc, voilà. Bon. Donc l'état de droit ne fait rien sans ce peuple. Le peuple est intelligent aussi, dit la démocratie. Là aussi, bon, oui, peut-être. Mais là aussi, vous avez le sentiment où le peuple est raisonnable. L'incarnation l'incarnation du peuple, c'est le logos. Là aussi, vous pouvez éventuellement dire que pas nécessairement, si vous interrogez Platon, l'intelligence collective, c'était antinomique chez Platon, pour le dire gentiment. Donc, voilà, c'est-à-dire que nous fonctionnons avec des apories, donc nous avons nécessairement une idée de la démocratie comme une idée régulatrice, au sens kantien du terme, et pour certains type Poutine ou autres, on est soit des naïfs, soit des imbéciles. Et puis pour ceux qui considèrent que non, il y a une exigence dans la revendication de ces différentes idées régulatrices, bon, c'est ceux ça s'appelle les démocrates. Bon. Mais encore une fois, voilà, donc il faut être nécessairement un peu philosophe tout de même quand on défend quand on défend l'état de droit. Quant à la question du courage, elle prenait tout simplement... Elle renvoyait à différentes choses. Sur la question du courage, c'est notamment un des textes, puis ça renvoie à la question s'engage. C'est parti, mais c'était là tout à l'heure, une génération qui s'engage. Jean Kelevitch disait, voilà, cette chose qu'il faut faire, c'est à moi de la faire. Voilà, terminé. Donc, de fait, on arrête de... La phrase de Jean Kelevitch, c'était, il y a ceux qui conjuguent le verbe s'engager. Je m'engage à m'engager, tu t'engages à t'engager, etc. Et puis, il y a ceux qui, à un moment donné, laissent de côté cela, et cette chose qu'il faut faire, c'est à moi de la faire. Il y a une irremplaçabilité des individus. Et précisément, c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure en introduction, nous faisons le pari, pascalien sans doute, mais nous faisons le pari de cette irremplaçabilité des générations d'Erasmus et puis bien évidemment de celles qui sont derrière. Donc ça, c'est on parlait de cogito du courage, le fait que le courage est une théorie du sujet. Et puis, deuxième temps, c'est le texte de Foucault, on n'est pas loin, le Collège de France n'est pas très loin d'ici. Un de ses derniers cours au Collège de France s'appelle « Le courage de la vérité », reprenant une notion grecque s'appelant la parésia, le dire vrai. Et là aussi, il ne s'agit pas du tout de mettre le dogme de la vérité sur la démocratie, du tout, puisque précisément, la démocratie, c'est le lieu de la faillibilité.
On n'est pas dans la théorie de l'infaillibilité, surtout pas. Donc on n'est pas dans le dogme. Mais en revanche, on est dans des modes de véridiction, c'est-à-dire des possibilités de dire la vérité différentes. La laïcité permet ça, notamment. On a une vérité scientifique, on peut avoir des vérités religieuses, on peut avoir des vérités sociales, et ces modes de véridiction existent en démocratie, sauf que pour que ces modes de véridiction existent, il faut qu'on ait confiance dans le langage. Et c'est là où le courage de la vérité, c'est ça que ça veut dire en fait. Ça veut dire que, attention, parce qu'il y a cette ambivalence structurelle de la démocratie qui est que oui, bien évidemment, il y a cet exercice socratique qu'on espère tous, et puis de l'autre côté, il y a un exercice sophistique qui utilise la langue pour obtenir quelque chose qui ne s'appelle pas l'émancipation des individus. Et donc, ça s'appelle la novlangue. Et c'est vrai que sans cesse, vous avez une démocratie qui voit son langage se désubstantialiser. Et c'est très dangereux parce que, bien évidemment, à ce moment-là, vous ne croyez plus le dire des politiques. C'était la formule géniale. Je ne sais plus, je crois que c'est à Chirac qu'on l'attribue, mais les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Eh bien, précisément pas. En démocratie, la parole engage. La parole est performative. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on considère qu'elle est régulatrice de la violence. Bon. Si vous videz et vous passez votre vie à utiliser des mots pour les autres et à utiliser un grand mot et puis derrière à ne pas du tout être au rendez-vous de ce que ce mot suggère, vous désubstantialisez le langage en démocratie et donc tout simplement vous lui enlevez sa puissance de régulation de la violence. Et ça, c'est le triste diagnostic de notre monde contemporain et d'aujourd'hui. Vous, Cynthia Fleury, vos engagements pour l'Europe? Mes engagements pour l'Europe, ils sont d'abord au sein d'Europa Nova, parce que je vois mon cher président qui sourit, mais oui, tout à fait. Ça veut dire, oui, tu devrais être là plus souvent au bureau et au truc et machin. Mais bon, donc, de fait, ils sont déjà à l'intérieur d'Europa Nova. J'étais extrêmement fière et heureuse de la création des Young Leaders. J'ai vu que, bien évidemment, on reprenait une idée, comment dire, voilà, vieillissime, mais tant mieux, parce que, vous savez, c'était la définition de Steiner, la souveraineté du souvenir. Qu'est-ce que l'Europe ? Bon, mais nous, j'aimerais bien en faire une souveraineté de l'avenir aussi. Donc, 40 under 40, c'est vrai que ça me paraît tout à fait détonnant, enfin très très important. De me battre pour lutter contre ce sous-investissement financier du côté Erasmus, sur le fait encore que nos services civiques européens soient harmonisés comme, entre guillemets, une banane et une orange, c'est-à-dire peu, même si... Donc ça, je pense qu'il y a là aussi un enjeu considérable de création de vécu commun. Mes engagements sont au cœur aussi du Muséum, qui est mon institution, c'est-à-dire sur toutes les questions de révolution énergétique, et donc de défendre un modèle européen. Oui, j'ai pas lâché sur cet imaginaire d'un modèle européen. Je pense aussi qu'il est unifiant, si ce n'est... il est pas nécessairement universel au sens de surplomb, mais qu'il est unifiant, et de militer vraiment, parce qu'encore une fois, on parlait de l'économie des hommes, donc régulation de la finance me paraît être l'enjeu considérable, donc sans cesse je m'engage là encore dans une plateforme internationale, mais lancé par l'Europe, des lanceurs d'alerte que met en place notamment William Bourdon. Bon, c'est-à-dire voilà, d'être au service de cette régulation démocratique citoyenne et d'essayer de lui inventer les outils nécessaires. Une question indiscrète pour finir. Où étiez-vous? Que faisiez-vous le 9 novembre 1989? Oh, c'était pas très très indiscret. Moi, j'étais au lycée, donc je faisais un cours de maths. Non, mais blague à part. Vous n'aviez pas la conscience si, ah, quand même si, non. Non, mais on pourrait. C'est pas un reproche. Oui, aussi... non, mais en l'occurrence, si vous voulez, la chute du mur, c'était quand même
le parachèvement de ce mythe de pacification qu'est l'Europe. Et d'une certaine manière, c'est celui que nous avons quand même en commun, qu'on nous a appris. Et donc là, il y avait un enjeu tout à fait considérable. Et puis par la suite, il y avait un enjeu nouveau de rééquilibrage des équilibres, entre guillemets, géopolitiques, dans la mesure où voilà, on avait encore, symboliquement, c'était encore Est-Ouest, hein, donc il y avait encore cette réalité bipolaire d'une certaine manière, et puis de fait, après, c'est tout à fait une autre histoire, multipolaire, où la logique des blocs est remplacée par la logique des réseaux. Donc oui, j'avais le sentiment d'un inédit considérable. Et précisément, depuis longtemps, d'un sentiment où l'Europe avait fait son travail sur la question humaine et sur la question de la circulation des hommes, alors que longtemps, et c'est souvent encore ce qu'on lui reproche, elle avait été une circulation des marchandises, une circulation économique, mais pas nécessairement une circulation humaine. Je me tourne vers la salle pour voir s'il y a des questions. J'aimerais bien sur l'écran qu'on ait le fil continu des tweets, même si on ne peut pas forcément y répondre dans l'immédiat, mais qu'on ait au moins la séquence des questions, parce que ça intéressera aussi la salle de voir les commentaires sur Twitter. Une question à gauche, et puis on va préparer les fachos sapiens à venir. Merci. 200 000 à pourvoir en France et les jeunes ne vont pas assez en apprentissage, tout à fait. Votre question, pardon. Oui, bonjour Mme Fleury. Alexis Trouillas, moi je suis enseignant. J'aimerais que vous développiez un peu plus les deux questions que vous avez abordées, à savoir l'imaginaire commun et le vécu commun. Je crois que c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. J'ai lu un livre qui était passionnant, de la plume de Van Rompuy, qui dit qu'en gros, on a fait de la petite politique, de la low politics, après s'être rendu compte qu'on n'a pas pu faire, par exemple, l'armée européenne. On a décidé de choisir de faire de la politique autour de l'économie. Bien, c'est important, mais c'est un petit peu pauvre, c'est pas très inspirant. Je veux dire, si par exemple vous essayez de former un couple, un homme et une femme, ou un homme et un homme, ou une femme et une femme, juste sur des questions économiques, genre on va se marier juste pour économiser des impôts. Je suis pas sûr que ça aille très très loin et que ça dure très très longtemps. Donc voilà, peut-être qu'on pourrait penser à un imaginaire un petit peu plus excitant, un petit peu plus exaltant. Donc là, j'aimerais que vous développiez là-dessus, parce que je pense que comme c'est un sujet qui vous tient à cœur, vous avez peut-être réfléchi beaucoup dessus. Et puis effectivement, la question du vécu commun. On dit génération Erasmus, j'ai pas l'impression qu'il y ait une génération, je pense qu'il y a plutôt une élite Erasmus, oui, des gens. Que j'ai un peu dit tout à l'heure. Et donc effectivement, moi, je crois beaucoup aux vertus du service civique ou du service militaire commun, parce que c'est là où je pense qu'il y a l'intellectualisation des choses, il y a la conscience des choses, et puis il y a l'expérience des choses. Là, on est complètement dans une intellectualisation de l'Europe, c'est quelque chose de très mental, mais c'est pas quelque chose d'éprouvé. On n'a pas transpiré avec un laiton ou avec un grec. Ça, c'est des choses qui créent un esprit de corps, ou je dis transpirer, mais ou même vivre des expériences sympas comme manger ensemble ou partir en voyage. Tout ça, c'est des choses qui s'imprègnent dans le corps de chacun, qui crée peut-être un esprit européen. Donc voilà, juste développer un peu plus, parce que... Tout ça en 4 minutes, Cynthia. Oui, je partage le diagnostic de l'intellectualisation déficitaire d'ailleurs de l'Europe, parce qu'on voit très bien qu'en plus elle est très très contre-productive, parce que d'abord elle manque d'efficace, et deuxième temps, par rétroaction, elle crée de la réaction précisément chez ceux qui considèrent ne pas en faire partie. Et donc vous avez de plus en plus une scission à l'intérieur des Européens, entre ceux qui se sentent pro-européens de manière élitiste, effectivement, c'est la question des mobilités désirées, et puis les autres qui ont des mobilités contraintes, forcées, ou pas du tout de mobilité. Bon, donc là, véritablement, il y a c'est là où c'est considéré comme des sous-sujets, et c'est vraiment désastreux. Mais oui, moi je serais tout à fait pour un geste plus offensif au niveau normatif du service européen.
très clairement, parce que c'est là que se construit aussi, vous avez parlé d'un esprit de corps, bon, un esprit de fraternité, tout simplement. C'est là que même si se joue la bonne disputatio, celle qui va faire que, voilà, donc service civique européen, moi je milite pour quelque chose qui a priori, je ne le verrai jamais de mon existence. Mais c'est vrai que je pense, si vous voulez, que quand vous êtes dans une entité qui est la première entité post-impériale, puisque c'est quand même un empire, l'Europe, et c'est un empire qui a en plus transformé la notion d'impérialisme, puisqu'elle a créé la notion d'élargissement. C'est le seul empire qui s'élargit sans être néocolonial. C'est très très nouveau, hein, c'est le seul dans l'histoire à avoir organisé cela. Alors, et je sais tout ce qu'on fait dire à l'élargissement, que c'est véritablement un marasme, mais de fait, c'est une puissance là aussi régulatrice tout à fait importante. Mais vous avez donc 28, demain plus encore, et vous avez, je ne sais plus, 26 langues, 27 langues. Bon, tant qu'on restera dans le monolinguisme national, vous n'aurez pas d'Europe. À un moment donné, c'est magnifique de défendre la diversité des cultures et des langues, mais à un moment donné, il faut défendre aussi l'alphabétisation de ces langues. Et donc, de fait, moi, je ne comprends pas encore qu'on n'ait pas, à un moment donné, posé la possibilité de choisir, mais obligatoirement d'enseigner en 3 langues, avec une possibilité de laisser le choix aux langues que l'on désire apprendre. Tout le monde dit oui, mais ça sera l'anglais, etc. Oui, peut-être dans un premier temps, ça sera l'anglais, mais pas nécessairement. S'il y en a 3, de fait, ça sera nécessairement celle du pays, peut-être l'anglais et une 3e, mais ça sera toujours mieux que cette impossibilité de communiquer entre les uns et les autres quand vous êtes européen, sans parler de tout simplement l'unification de quelques programmes, ne serait-ce que d'avoir un tronc commun sur l'histoire européenne. C'est impossible. On a mis, vous savez combien de temps ? Je crois 10 ans pour faire un manuel franco-allemand sur l'histoire européenne. 10 ans. Et en plus, le manuel, il n'est même pas utilisé en France à l'heure d'aujourd'hui. Je me souviens, parce qu'à Sciences Po, on était allé à l'inauguration pour dire, mon Dieu, quel acte magistral, 21e siècle. Bon, donc si vous voulez, il y a des choses ultra basiques à faire, pas très compliquées. Les enseignants, en plus, peuvent sincèrement être mobilisés dans le bon sens du terme. Et qui en plus utiliserait des budgets. Alors là, on peut faire de la substitution. En revanche, on pourrait utiliser des budgets qui sont utilisés pour faire d'autres manuels. On pourrait les utiliser pour faire ces manuels entre guillemets de tronc commun européen. Merci beaucoup, Cynthia Fleury. Je suis désolé, monsieur, on a déjà 25 minutes de retard, donc il faut qu'on